Bonsoir. La façade et la sécurité incendie, un sujet qui a connu des évolutions récentes et multiples suite à l'incendie de la tour Grenfell, notamment à Londres. Nous allons en discuter sous ses aspects réglementaires, architecturaux, conceptuels. Et pour commencer, nous allons interroger donc Eric Dibling, qui est ingénieur du bureau Ingénéco, et Bruce Lemadec, qui intervient au titre du GTFI. Alors, Bruce Lemadec, tout d'abord, qu'est-ce que le GTFI ? Oui, bonjour. Donc le GTFI, c'est le groupement technique français contre l'incendie. On regroupe différents types d'adhérents. Donc, en l'occurrence, des industriels, des entreprises spécialisées dans l'installation de produits de protection passive contre l'incendie, des bureaux d'études, des laboratoires. Voilà. Alors, quelles sont les évolutions récentes qu'a connues la réglementation incendie, notamment au niveau façade, et quand ont été pris les derniers arrêtés, les derniers décrets réglementaires ? Alors, les dernières évolutions datent essentiellement de 2019, avec la sortie de ces deux arrêtés relatifs aux bâtiments d'habitation. Donc, les deux datés du 7 août 2019. Un concernant les immeubles de moyenne hauteur, qui est une nouvelle dénomination pour les bâtiments d'habitation. En gros, ils viennent regrouper les bâtiments en rénovation entre 28 et 50 mètres. Et ensuite, on a ce deuxième arrêté qui va concerner plutôt l'évolution de l'ancienne réglementation habitation et l'arrêté de 86, du 31 janvier 86. Où là on parlait essentiellement de bâtiments neufs allant de la première à la quatrième famille. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un trou dans la réglementation pour les bâtiments qui étaient entre 28 et 50 mètres, qui est la limite au-delà de laquelle on passe en IGH. Alors effectivement, la réglementation française était construite avec cette fameuse quatrième famille d'habitation qui, dans d'autres réglementations, a été considérée comme un immeuble de grande hauteur. Dans le contexte d'habitation, elle était considérée comme la quatrième famille, c'est-à-dire avec des exigences moins fortes qu'en IGH, pour le coup. Et l'évolution réglementaire, par cette évolution réglementaire, on souhaitait aussi pouvoir apporter des évolutions par rapport à ces bâtiments-là qui, du fait de leur hauteur, pouvaient poser certains problèmes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous retrouvez notamment sur ce type de bâtiment des exigences qui portent plutôt sur l'incombustibilité des matériaux. Donc avec une exigence en A2, S3, D0 par exemple en réaction feu. C'est-à-dire en décodé, c'est des matériaux... C'est des matériaux essentiellement minéraux, donc avec une part d'organique relativement faible. L'organique pourrait être évalué aux alentours des 8%, 8-10% sur des matériaux de type A2. Donc on est vraiment sur une base minérale. Eric Dibling, avec cette réglementation, met aussi en avant le fait que la façade apparaît un point faible de la sécurité incendie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure ? Alors, disons que la façade est concernée particulièrement par cette évolution réglementaire, mais voilà, n'est pas en soi un élément de faiblesse par rapport à la réglementation. Disons que auparavant, si on avait déjà des bonnes habitudes de conception et qu'on avait déjà des démarches qui étaient indexées sur l'application de la réglementation en comprenant bien ses objectifs sous-jacents, la nouvelle réglementation n'apporte pas véritablement de révolution. Est-ce qu'on vient répondre à des problématiques qu'on a vues apparaître avec la construction environnementale, à savoir l'introduction de matériaux biosourcés, aussi l'isolation par l'extérieur, les technologies de lames d'air qui provoquent aussi des effets cheminés? Alors, depuis un certain nombre d'années, effectivement, nous assistons à une recherche d'impact limité de la construction sur le réchauffement climatique et que, viser cet objectif conduit souvent à utiliser des matériaux biosourcés, géosourcés et qui accompagnent la filière bas carbone en général. Et ces matériaux disposent d'éléments de preuve à date qui sont en cours de constitution depuis une dizaine d'années.
Et les solutions existent à date. Il faut simplement que les concepteurs les connaissent bien et les mettent en œuvre. Et s'ils ne souhaitent pas tout à fait les mettre en œuvre tels qu'ils sont décrits, qu'ils puissent engager les démarches d'évaluation complémentaires pour que cet acte de construire on va dire, s'étoffe, quoi, que le corpus s'étoffe. Alors, Bruce Lemadec, vous avez décrit les grandes stratégies de lutte un peu contre l'incendie. Il y a d'une part à l'intérieur le confinement, donc là vous dites que c'est le cas le plus simple, et malgré tout en façade on ne peut pas enfermer la façade dans une boîte ou dans la confiner en fait et confiner les incendies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette logique de confinement et pourquoi elle est absente en façade et comment on peut arriver à des cas de mise en sécurité malgré cette carence? Oui, alors effectivement, on rapporte souvent le contexte intérieur à un contexte de compartimentage, c'est-à-dire que intérieurement, il est relativement facile d'isoler le feu, c'est-à-dire qu'on parle, j'ose souvent parler de boîte. Si on prend l'exemple très concret de l'IGH, par exemple, où l'exigence est portée à 2 heures, on se retrouve dans une boîte couvre-feu 2 heures. Pour résumer, donc avec des plafonds, des planchers et des parois, couvre-feu 2 heures. Donc là, il est très facilement, il est très facile de pouvoir isoler le sinistre incendie dans ces conditions-là. Quand on vient impacter une façade, on est dans un contexte complètement différent. C'est-à-dire que votre boîte, vous avez automatiquement une face de votre boîte qui est ouverte. C'est-à-dire qu'une face de votre boîte est le parement ou l'isolation par l'extérieur sous enduit que vous rapportez sur votre bâtiment. Donc dans cette particularité-là, il est effectivement cette technique de compartimentage ne peut pas marcher. Donc il faut trouver des solutions alternatives qui permettent de limiter effectivement cette propagation. Voilà, il y a différents documents aujourd'hui qui existent et qui précisent ces conditions. On retrouve notamment en bardage ce qu'on appelle la fameuse bavette métallique, par exemple, où on vient recouper le système d'isolation par l'extérieur qu'on applique ainsi que la lame d'air, parce qu'on est sur des bardages ventilés, comme son nom l'indique, ventilés, on a une lame d'air ventilée. Donc on recoupe le tout, le complexe. Ce qui était intéressant à noter par rapport à l'évolution réglementaire, c'est qu'aujourd'hui on fait appel à des appréciations de laboratoire et non plus à des références directes à l'IT 249 en ce qui concerne les solutions constructives. Et dans ces appréciations de laboratoire ou guides de préconisation, parce qu'aussi on a des APL qui ont la forme d'un guide de préconisation, on a certaines définitions propres à ces éléments de recoupement et qui précisent notamment certaines choses qui n'étaient pas contenues dans l'instruction technique 249 de l'époque, qui axait effectivement une instruction technique qui était axée sur les préconisations en façade. C'est-à-dire qu'on va recouper les hauteurs de façade par des bavettes ou des éléments de coupe-feu, coupe-cheminée ou... C'est ça, c'est en gros, en fonction du type de système que vous allez mettre en œuvre, généralement, vous passez par un élément qui va vous permettre de recouper. Alors ça peut être le recoupement de l'intégralité du système jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des géométries qui sont vraiment relativement précises au niveau de la bavette, c'est-à-dire que vous allez avoir un recoupement qui va se faire jusqu'à l'extérieur avec une avancée, une retombée. Certains systèmes ne nécessiteront pas forcément un recoupement intégral sur l'ensemble du système, c'est-à-dire qu'on a aussi des systèmes qui permettent de recouper uniquement la lame d'air, c'est-à-dire qu'en gros vous avez un parement extérieur qui ne va pas propager, et à ce moment-là on va se contenter de recouper la lame d'air pour éviter que les gaz chauds remontent dans cette lame d'air. Alors, Eric Dibling, est-ce que pour ce qui est de la réglementation incendie, est-ce qu'on arrive à savoir si on est dans une obligation de moyens ou une obligation de résultats? Alors, d'une façon générale, la réglementation et le respect de la réglementation est obligatoire. Donc ça c'est... Contrairement peut-être à d'autres approches, notamment la conformité à des référentiels techniques qui peut s'obtenir par d'autres biais, le respect de la réglementation est obligatoire et est une obligation
réglementaire, comme c'est un pléonasme, mais voilà. Alors, dans la réglementation, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension prescriptive, règle de moyens, et ensuite, il y a aussi la possibilité d'utiliser des méthodes de justification un peu plus avancées, qui peuvent s'exonérer, en fait, alors qui s'inspirent bien souvent, en fait, des règles de moyens qui sont proposées, parce que ces règles de moyens sont de bon sens, en fait. On va utiliser des moyens un petit peu plus avancés, par exemple, pour optimiser ou pour tenter d'optimiser les règles de moyens qui sont proposées en base. Règles de moyens de bon sens, vous pouvez nous donner des exemples? Elles ont été évoquées à l'instant, hein, c'est-à-dire qu'on va donner dans des règles de moyens un certain nombre de dispositions concernant donc les bavettes qui sont en fait sur le plan de l'écoulement des gaz des déflecteurs qui vont avoir une certaine profondeur par rapport au nu de la façade potentiellement combustible, des retombées effectivement pour créer une chicane et un rôle de déflecteur pour dévier en fait la trajectoire des flammes et éviter que ces flammes se propagent d'un étage à l'autre. Donc par des essais de petites dimensions, des approches calculatoires de flux et ensuite la validation par un essai peut-être grandeur nature, on pourra donc peut-être déroger à certaines règles de moyens qui avaient été identifiées comme étant de bon sens au départ et sécuritaires. Peut-être qu'elles l'ont été un petit peu trop et qu'on peut, en avançant, d'essai en essai, de constitution d'éléments de preuve en constitution d'éléments de preuve, eh bien, à optimiser certaines solutions. Donc, contrairement à ce qui est parfois imaginé, la réglementation et même le respect des référentiels techniques n'est pas un carcan qui s'impose à l'ensemble des acteurs en termes d'exigence de moyens, mais il y a une forte liberté qui est laissée à l'ensemble des acteurs d'apporter la démonstration de la preuve de l'objectif, de l'atteinte de l'objectif, par différentes façons d'y arriver. Alors, un de ces moyens, en fait, de ces nouveaux outils, vous avez, Bruce Lemadec, c'est les essais Le Pire 2. Vous pouvez nous expliquer en quoi ils consistent? Oui, alors en deux mots, effectivement, cet essai Le Pire 2, donc c'est un essai dit grandeur, c'est-à-dire qu'on évalue un système sur 2 niveaux et demi. Le principe étant de vérifier effectivement que, pas au niveau de l'étage au-dessus du rez-de-chaussée, mais celui supérieur, on ne vient pas attaquer effectivement le deuxième niveau. Pour cela, effectivement, on a une maquette d'essai dans lequel on vient disposer un bûcher bois avec une certaine charge calorifique rapportée, enfin qui va se répercuter sur la façade, et on vient tout simplement évaluer le système qu'on vient mettre en œuvre devant ce fameux essai. Donc le principe, c'est effectivement par l'évaluation à cet essai-là, de pouvoir justifier ensuite par une appréciation de laboratoire, comme l'indique la réglementation. Et c'est un cas particulier, mais est-ce que ça alimente derrière d'autres sujets sur la connaissance du comportement des matériaux au feu ou du développement des incendies? Ça reste un essai, alors même si ce n'est pas un essai normalisé, ça reste un essai sous protocole, donc on est vraiment dans la configuration assez classique, j'aurais tendance à dire, des essais en sécurité incendie. Hein. On en a en résistance au feu, on en a en réaction feu. Celui-là va se positionner un petit peu entre les deux, plutôt réaction d'ailleurs que résistance, mais voilà, c'est un protocole qui est entériné depuis 2013, qui a été soumis par différents laboratoires qui sont agréés en résistance ou en réaction, voire les deux. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet effectivement d'évaluer aujourd'hui ce type de système. Alors là, c'est une question pour tous les deux. Pour finir, la stratégie de la sécurité incendie, ça reste basé sur les stratégies dites passives, c'est-à-dire le matériau en lui-même, enfin la configuration du bâtiment est faite pour ne pas favoriser le développement d'incendies. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait suppléer par d'autres systèmes technologiques? Comment ça se passe un peu ailleurs? Voilà, est-ce qu'on va rester passif ou actif ou les deux? Ou quel est un peu l'avenir de la sécurité incendie? Alors, si je peux m'exprimer dans un premier temps, je laisserai la parole à Eric derrière. Alors effectivement, l'actif, on en parle relativement souvent
sur... L'actif, ce serait par exemple des sprinklers ou des... Ouais, oui, je comprends. On en emploie énormément en partie intérieure. Là, on a des phénomènes qui, par rapport à la protection active de manière générale, et je pense notamment au vent, voilà, c'est des phénomènes à évaluer par rapport à ce type de système. Je ne suis pas certain qu'il y ait des évaluations qui soient faites là-dessus. Après, ce n'est pas notre domaine d'activité dans le cas du GTFI. On est plutôt, effectivement, comme je vous l'ai dit, en protection passive. Après, intérieurement parlant, voilà, quand on est sur une protection passive à l'intérieur d'un bâtiment, bien évidemment, la protection passive est compatible avec la protection active. Et les deux ne peuvent qu'aller de pair. Oui, et donc, en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre les objectifs sous-jacents de sécurité incendie. Et on peut, au travers, par exemple, d'ingénierie de sécurité incendie, tout à fait approcher une approche, pardon, c'est un peu un pléonasme, une approche complètement passive, une approche à l'opposé complètement active, et aussi faire un amalgame des deux en ayant la main directement par la simulation sur les phénomènes qui se produisent. Donc, en fait, aujourd'hui, les choses sont très ouvertes. Ce qui est très important de collecter pour être capable de comprendre, on va dire par la théorie, ce qui se produit, c'est de collecter en fait de la data. C'est ce qu'on se disait à un autre moment. C'est de collecter et c'est de faire des essais qui soient suffisamment représentatifs de certains phénomènes pour les faire entrer en fait dans des approches théoriques et caler donc certains éléments de la modélisation. Alors vous parliez, un dernier élément, de systèmes fixes d'extinction automatique à eau. En fait, vous avez mentionné les sprinklers. Les sprinklers sont des dispositifs qui ont en fait un fort débit. Il y a des procédés qui existent aussi et qui peuvent être intéressants dans une approche active, qui sont des systèmes par brouillard d'eau ou brumisation. Voilà. Et puis d'autres systèmes qui sont développés dans les data centers, voilà, où on n'a pas forcément on va dire d'occupants dans ces locaux-là. Donc en fait, le panel des solutions actives est assez étendu. Il faut là aussi les évaluer techniquement, réglementairement, mais peut-être qu'un panachage des deux permettrait d'arriver à des solutions, on va dire, optimisées du point de vue des coûts de construction et d'usage ensuite. Si je peux rajouter quelque chose, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'effectivement, je parle de compatibilité. Ça ne veut pas dire que l'un va remplacer l'autre. Je pense plutôt qu'on est sur vraiment de la compatibilité, c'est-à-dire que l'un va avec l'autre pour apporter une sécurité qui est nettement meilleure. Et je suis un peu surpris, en fait, quand je pense qu'on automatise tout, aussi dans la détection incendie et comme le reste, qu'il n'y ait pas eu des systèmes de sprinklers de façade, puisque c'est un point un peu sensible, en fait, des systèmes qui éteindraient les incendies survenant en façade. Alors moi, je ne l'ai pas à ma connaissance, je n'ai pas ce type de système, j'en ai pas connaissance en tout cas. Alors moi, j'ai eu connaissance que ces systèmes ont été déjà utilisés effectivement dans d'autres pays. D'accord. Alors le problème que vous disiez de l'extérieur aussi de la façade, c'est l'élément, le vent, l'atmosphère. Il y a des transmissions de chaleur aussi qui font qu'un incendie peut se transmettre dans des bâtiments séparés. L'un de vous deux peut expliquer ce phénomène? Alors, je vais commencer, Eric me reprendra derrière si jamais il y a des éléments à rajouter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la partie façade, c'est quand même un point très très vulnérable. On a parlé du compartimentage, donc ça c'est une chose. Après, il y a des effets néfastes par rapport à une situation intérieure. Le vent fait partie. Il y a aussi la géométrie des bâtiments qui peuvent avoir un impact et ce qu'on appelle communément l'effet cheminée. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un bâtiment taillé à angle droit, par exemple, avec un feu qui se développe dans ce fameux angle droit. On a une accentuation du phénomène de propagation verticale, parce que ça aussi c'est un point qu'il faut bien avoir en tête. On n'est pas sur une propagation latérale et la propagation verticale est bien plus violente qu'une propagation latérale. Donc effectivement on a beaucoup de facteurs aggravants, la proximité également de bâtiments avoisinants.
qui peuvent aussi avoir un impact sur la propagation d'un bâtiment à un autre et d'un autre et un autre, et ainsi de suite, et avoir un effet en chaîne qu'on ne veut absolument pas. Donc tous ces paramètres sont à prendre en considération. La réglementation introduit ce type d'éléments, hein, notamment par rapport aux distances entre 0 et 12 mètres, évaluées entre 0 et 12 mètres, où vous allez avoir un nivelage des exigences. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien pris en considération. Après, la seule faille, si je puis m'exprimer ainsi, ce serait plus au niveau de l'essai et de la caractérisation de l'essai, mais il paraît difficile quand on construit une méthode d'essai de prendre l'ensemble des paramètres. Ces fameux vents dont on parlait peuvent avoir des vitesses différentes, des orientations différentes. Il est très très difficile par un essai de pouvoir évaluer toutes ces physionomies de situation. Sur le plan physique, effectivement, les choses sont assez simples. Les modes de transmission de chaleur se font par 3 vecteurs. Donc la conduction, comme tout le monde le sait, la convection et puis le rayonnement. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que votre question se posait surtout pour des questions vis-à-vis des tiers. Bruce en a parlé, c'est-à-dire qu'on va surtout rencontrer probablement à des tiers éloignés en tout cas, et qui ne sont pas en contact, pas de phénomène de conduction, mais on va rencontrer des phénomènes de convection qui vont être plus ou moins orientés effectivement en fonction des écoulements aéroliques en fait, donc du vent. Et puis pour ce qui concerne le rayonnement, effectivement les distances qui sont actuellement prévues dans la réglementation, les distances d'écart aux tiers, ce sont des distances qui sont prévues normalement pour se prémunir d'un rayonnement excessif vis-à-vis, d'un bâtiment vis-à-vis d'un sinistre. Le fait est que si on a un petit peu d'expérience en matière de survenance d'incendie, on sait très bien que les chaleurs qui sont émises par phénomène de rayonnement à plusieurs dizaines de mètres peuvent être relativement importantes. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait la combinaison, enfin la fameuse donnée en fait des 8 mètres ou des 12 mètres que vous évoquiez, en fait subodore, est conditionnée par le fait qu'il y a une intervention des services de secours qui se fait dans un délai donné et qui va donc installer un rideau d'eau, comme ça se fait assez souvent en fait, pour éviter ce phénomène de rayonnement trop intense vis-à-vis des constructions environnantes. Alors la dernière question, c'est comment on juge aussi aujourd'hui au GTFI ou ailleurs, parmi les instances qui discutent de la réglementation, comment on estime le niveau de protection incendie sur la façade? On estime qu'il est bon, qu'il y a des progrès à faire, qu'il faut prendre je sais pas, des nouveaux matériaux en compte ou... Alors, c'est pas une question qui est simple, parce que bien évidemment, autour de la table, on a des avis divergents. Donc, il y en a qui sont pour le renforcement, bien évidemment, de la réglementation. D'autres vont estimer effectivement qu'elle est suffisante. Donc, c'est difficile de se positionner sur une telle question. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que représentant aujourd'hui du GTFI, et ayant participé à ces fameuses commissions, notamment sur ces 2 arrêtés, c'est que la position du GTFI qui a été défendue était en faveur, bien évidemment, du renforcement de la réglementation sur les 4e familles, mais non seulement sur la 4e famille, avec cette exigence d'incombustibilité, mais également sur la famille 3B, sur laquelle on a beaucoup insisté, parce que je rappelle que... on peut rappeler un peu quel bâtiment ça couvre? Oui, alors la famille 3B a une particularité, c'est que contrairement à la famille 3 qui a à minima une façade accessible, la famille 3B, pour des questions d'intervention des secours et des pompiers, n'a pas forcément de façade accessible. Et le problème, c'est qu'en 3e famille, on a quand même des bâtiments potentiellement qui vont monter jusqu'à 28 mètres, sans voie échelle. Donc, si les services de secours doivent intervenir à la lance sur des bâtiments de 28 mètres enflammés, ça paraît très compliqué. D'où cette position qu'on avait prise au sein du GTFI en faveur d'un renforcement également pour des matériaux incombustibles sur la famille 3B à minima.
Sur cette question, ce qui est important, c'est que je pense que déjà mettre en œuvre les règles de moyens de la réglementation et bien comprendre les objectifs sous-jacents, c'est très important. On n'a pas ensemble parlé des éléments qui constituaient potentiellement les faiblesses, justement, parce qu'en fait, les dispositifs d'écran étant adoptés, la difficulté, c'est principalement les singularités et pas tellement les zones en partie courantes. Donc il y a une attention particulière à attacher de la part des concepteurs et des réalisateurs sur le traitement de ces éléments d'interface, donc jonction façade-plancher, intégration des menuiseries, caisson de volets roulants, caisson de brise-soleil orientable, intégration des éléments incorporation des éléments électriques dans les écrans verticaux, horizontaux. Tout ça sont des points d'attention particuliers à bien vérifier, coupe-feu de traversée aussi au niveau des gaines techniques. Enfin, voilà, on aura beau garantir l'ultra-performance des matériaux d'écran en partie courante, si on n'a pas géré les singularités, c'est quasiment comme si on n'avait rien fait. Donc il reste du travail, quoi, vu les volets roulants et le nombre de menuiseries qui est en façade toujours. Absolument. Ouais, je rajouterai un petit mot par rapport à ce que disait Eric, c'est que la mise en œuvre des systèmes est très très importante. Et c'est quelque chose qu'on défend énormément au GTFI. On a beaucoup de considérations par rapport à des problématiques de calfeutrement, par exemple. Un exemple tout simple, c'est si vous faites un trou dans un mur coupe-feu 2 heures pour faire passer vos canalisations, vos conduits, si vous ne rebouchez pas le trou, votre feu coupe-feu 2 heures, il ne sert à rien. Voilà, j'aurais fini. Eh bien, merci.